Bonsoir, bonsoir. Je crois que ça va aller. Je crois que ça va aller. On a des problèmes de micro, mais est-ce que tout le monde m'entend? Non? Bon, alors, voilà. On n'a pas de trépied. Bon, alors peut-être essayer de tenir le micro. Comme ça, je serai libre. Voilà. Et là, ça va? Bon, très bien. Donc, je recommence. Bonsoir. 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 Voilà. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je ne vais pas citer toutes les personnalités présentes, il y en a trop. Donc, tous en vos rangs, grades et qualités. Je vous salue. Et surtout, je vous salue, vous toutes, vous tous qui êtes venus avec moins de 24 heures de délai, aussi nombreux ce soir. Très heureux de vous voir. Alors, j'ai demandé à vous voir. Vous savez, on a eu la nouvelle le 4 juin qui n'était pas vraiment une surprise. Je reviendrai là-dessus. Que donc je ne suis plus sur la liste électorale de Côte d'Ivoire. J'ai laissé passer quelques jours. Vous avez vu que j'ai fait une déclaration le jour même. Je ne voulais pas m'exprimer à chaud. Maintenant, quelques jours ont passé. Et la poussière est un peu retombée. Et je voulais vous parler et vous dire quelle est mon analyse de la situation et tracer quelques perspectives. Alors, premier message que j'ai pour vous, parce qu'on me pose la question tous les jours. Je suis en pleine forme. Yes! Je ne veux pas minimiser les choses, mais je vous assure, j'ai 62 ans. C'est loin d'être la pire situation que j'ai connue dans ma vie. Ouais. J'ai un livre qui sort au mois d'août. Voilà. Sur lequel j'ai travaillé depuis 4 ans. Donc il vous racontera certains des épisodes de ma vie et vous verrez que j'ai dû souvent surmonter des défis, l'adversité, etc. Donc moi, j'ai toujours dit, je me nourris de l'adversité. Le président Houphouët souvent, quand on était à Yamoussoukro, qu'il y avait une journée tranquille, il disait, mais Dieu m'a oublié. Quand il y avait une journée sans problème, il disait, Dieu m'a oublié. Voilà. Donc moi je suis un peu pareil. Quand ça va trop bien, en fait, je suis inquiet. Voilà. Donc il y a des difficultés, mais ça me... Et je reviendrai aussi là-dessus, mais ça me confirme en fait qu'on est sur le bon chemin. Il y a deux choses que j'apprécie au début d'une réunion toujours. C'est la vigueur avec laquelle on chante, soit l'hymne du PDC ou soit l'hymne de la Côte d'Ivoire. Et là-dessus, vous avez eu 20 sur 20 aujourd'hui. Vraiment. Et je n'arrive jamais jusqu'à la fin sans être ému. Il y a un moment où je chante et puis les mots ne sortent plus. Quand on arrive aux fiers artisans, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, ça commence à être difficile. Toujours. Mais c'est bon signe. C'est parce que c'est l'émotion qu'on ressent pour notre pays. Peut-être un jour, Dieu me permettra de demander à certains de ceux qui me disent que je ne suis pas ivoirien de chanter l'hymne national avec moi. Ce jour-là, on verra qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Moi, avant de savoir lire et écrire, je connaissais l'hymne. Quand j'avais 4 ans, mes frères et sœurs m'ont obligé, et chaque fois qu'il y avait des invités, ils me faisaient chanter l'hymne national. Je ne savais ni lire ni écrire. Donc je connaissais l'hymne avant d'apprendre à lire et à écrire. Donc voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, je vais parler de 2 ou 3 choses. Je vais parler du bilan de ceux qui nous gouvernent actuellement. Parce que je pense que ça doit être le point de départ. Et c'est le sujet dont ils ne veulent jamais parler. Mon passeport, mon père, ma mère, les décrets, ça les intéresse. Ça fait 15 ans que vous gouvernez. Parlons de votre bilan. Laissez la nationalité de Tidjane Thiam un peu de côté. Donc on va commencer par ça. Quelque chose à dire là-dessus. Après, je vais me permettre, vraiment, je vais dévier d'une ligne que j'ai toujours adoptée, qui n'est pas de répondre à certains propos, mais aujourd'hui je vais répondre un peu, parce que même la patience a ses limites. Voilà. Et puis ensuite, je parlerai des élections, dans un 3e temps. Donc peut-être que je vais parler plus longtemps que d'habitude, mais je pense que c'est important. Donc commençons par le bilan. 15 ans. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, quand on a été marié avec quelqu'un pendant 15 ans, on s'est fait une relativement bonne idée de cette personne. C'est un bon époux,
ou une bonne épouse. Donc, après 15 ans, c'est légitime de dire, bon, faisons le bilan. Après 3 ans, 4 ans, on peut accuser les prédécesseurs, même 10 ans, mais 15 ans vraiment, on doit être entièrement redevable et responsable du bilan qu'on a face à soi. Quand je suis arrivé et que j'ai été élu, j'ai adopté un ton relativement constructif. Et je l'ai dit, effectivement, il y a des bonnes choses qui ont été faites. Moi, je respecte tous les Ivoiriens, qu'ils soient RHDP, RDR, PPACI. D'ailleurs, j'en profite pour saluer le COGEP et le MGC. Merci de vous être joints à nous. Je demande qu'on les applaudisse. J'ai dit ça quand je suis allé à Odiéné, ça a été très applaudi. J'ai dit, moi, quand je regarde la salle, je vois que des Ivoiriens. Ça, c'est mon état d'esprit où que je me trouve. Ici, à Odiéné, je vois que des Ivoiriens. Et c'est un état d'esprit qui est important. Donc, moi, je suis quelqu'un qui ne va jamais se réjouir que la Côte d'Ivoire ait des difficultés. On n'a qu'un seul pays. Que ce soit le RHDP qui gouverne ou qui que ce soit, je souhaite leur succès. Parce qu'on ne doit pas souhaiter l'échec de la communauté à laquelle on appartient. Donc, effectivement, il y a beaucoup de fonctionnaires ou d'agents de l'État qui sont RHDP, qui ont travaillé pendant 15 ans et ils ont réalisé des choses, il ne faut pas le nier. Maintenant, moi, là où je commence à avoir un problème avec eux, c'est que aucune œuvre humaine n'est parfaite et le manque d'humilité qui fait que ce n'est pas possible, ce n'est pas audible pour eux de dire oui, d'accord, vous avez fait tout ça, mais dès que vous dites le mais, la guerre commence. Mais tout l'intérêt de la vie, il est dans le mais. Et dans ce qui suit après le mais, c'est comme ça qu'on avance dans l'autosatisfaction. On ne peut rien faire de positif. Donc oui, ils ont fait des choses, mais pour moi, le principal échec, le principal point négatif pour eux, il est sur le plan des valeurs. Là où quand je regarde l'évolution du pays, pendant 20 ans, on me le reproche assez que j'ai passé à l'extérieur, là où je ne vois pas une amélioration, mais au contraire une détérioration, c'est sur le plan des valeurs. Et un pays ne vaut que par ses valeurs, pas par les routes, pas par les infrastructures. Il ne vaut que par ses valeurs. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Je vais commencer par ça, c'est les atteintes aux droits de l'homme. Parce que pour moi, c'est vraiment important. La liberté d'aller et de venir, la liberté de parler. Moi, j'ai grandi, peut-être que je suis plus âgé que la plupart d'entre vous, mais j'ai grandi à une époque où il y avait ce qu'on appelle le Conseil national, où je voyais le président Houphouët-Boigny s'asseoir au palais, des centaines d'Ivoiriens de toutes les catégories socio-professionnelles. Et je vous assure, quoi qu'on dise, chacun pouvait se lever et lui dire ce qu'il voulait. On a entendu ces jours-là des choses, et tout le monde disait, les gens, vous pouvez pas, tu es comme ci, tu es comme ça, tu fais ça, tu fais ci. C'est la Côte d'Ivoire. Ça n'a jamais empêché la Côte d'Ivoire de fonctionner, ça n'a pas empêché Abidjan d'être appelé Petit Paris, ça n'a pas empêché tous les Ivoiriens de vouloir venir vivre en Côte d'Ivoire, parce que c'était quelqu'un à qui on pouvait toujours, à la limite même, faire des reproches et faire des suggestions, malgré tout ce qu'il avait quand même déjà accompli. Donc, la liberté d'expression, pour moi, c'est très important. Quand je vois, et je pense que vous avez vu, mais j'ai demandé quelques éléments audiovisuels, je ne sais pas s'ils sont prêts. Oui, Elisa. Non, vous êtes là, l'élément sur la petite fille. Bon, vous savez, c'est la fille de cet enseignant syndicaliste qui a organisé une grève légale, qui a été trouvée chez elle et brutalisée. Écoutez. Donc, ils ont tapé à la fenêtre. J'ai pas entendu aussi. Donc, ils n'ont pas sorti leur mail. Et puis, ils m'ont dit c'est la police. Maintenant, je suis paniquée. Donc, je suis rentrée dans la chambre. Je suis partie. Ah, papa, c'est la police. Maintenant, il y avait peur qu'ils attrapent mon papa. Donc, j'ai fermé la porte de la chambre. Ils ont défoncé la porte du salon, mais ils ont défoncé. Donc, ils étaient venus au civil. Maintenant, il y avait eux qui étaient masqués. Ils avaient porté un t-shirt contre eux. Et puis, il avait une arme ici, comme ça. Maintenant, les autres, là, ils ont défoncé cette porte-là aussi. Et puis, ils sont construits, ils ont dit, le papa n'a qu'à se lever. Il s'est habillé. Maintenant, ils ont dit, il n'a qu'à prendre sa puce et
sa carte d'identité. Maintenant, il a pris sa carte. Ma maman leur a dit, vous pouvez nous montrer votre carte, s'il vous plaît. Ils ont renversé la carte. Ils n'ont pas bien montré. Maintenant, ma maman leur a dit, pourquoi vous renversez la carte là? Il a dit, tu veux mon nom bien. Et puis il a mis ça dans sa poche. Ils sont partis avec mon papa. Et puis après, ils sont revenus une seconde fois. Ils sont venus prendre les fiches de LEDD et puis le téléphone de ma maman ainsi que mon téléphone. Et puis on voulait sortir. Ils nous ont dit de ne pas sortir. Ils ont dit que si on sort, on va tirer sur nous. Donc on était effrayés. Et puis la maison était saccagée. Et puis après, non, vraiment. Bon. Voilà. Voilà. Pardon? C'est lamentable. Il n'y a pas de quoi être fier. C'est vraiment inacceptable, révoltant. Après ça, on fait des discours sur l'état de droit, la démocratie, la paix, la réconciliation. J'ai vu un juriste, récemment, il me disait que lui est devenu oufouettiste parce qu'il faisait des grèves au campus, etc. Et puis un jour, la police est arrivée, ils ont eu peur, ils pensaient qu'on venait les arrêter. Le policier dit non, non, le président veut vous voir. Et ils les ont emmenés à Cocody chez Oufouet qui leur a fait une leçon de 3 heures sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et ils sont repartis en applaudissant et ils ont arrêté la grève. Voilà, il y a ça, il y a cette manière de gouverner là, et puis il y a ça. Il faut que ça cesse. Ça suffit. Merci. Trop c'est trop. Comme le président Babou l'a dit, trop c'est trop. On ne peut pas être là et dire moi ça ne me regarde pas, ou moi ça ne m'intéresse pas. On ne peut pas être un pays où des filles de 12 ans sont molestées par la police, enfin. En 2025. Où on traite des gens qui... Ils essaient juste de... Moi, je suis désolé, mais j'ai plaisanté, mais c'est vrai. Enfin bref. Bon. J'ai toujours de bonnes relations avec les syndicats. Partout où j'ai travaillé. Ce sont des syndicalistes. Ils ont un rôle légitime à jouer, enfin. On ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il demande qu'on améliore les conditions de ceux qui... Par exemple, il faut bannir... Comment s'appelait le syndicat agricole africain? Un syndicat. C'est un syndicat. Alors, on invite les syndicalistes à une réunion au ministère de l'Éducation. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du pays. Ils sortent de la réunion, on les arrête. Une association de consommateurs écrit à la CUI en demandant où sont les fichiers des électeurs. On leur dit venez à la CUI pour une discussion. Ils vont à la réunion, la police les attend, on les arrête. Des jeunes gens disent qu'ils vont manifester contre la vie chère en t-shirt blanc. Voilà le degré de violence qu'ils ambitionnent. En t-shirt blanc. On les appelle, on leur dit non, c'est bien, votre manifestation va être autorisée le mercredi, le jeudi soir c'est interdit, vendredi matin ils vont pour calmer les gens, on les arrête. Condamnés à des peines de prison. Hein, le petit Macron, influenceur, enfin, quel mal il peut faire? Moi je dis, qu'est-ce que Valérie Yapo n'a pas dit sur moi? Je l'ai gracié, j'ai levé toutes ces sanctions. Et alors, moi, qu'est-ce que ça peut me faire? Ça ne me diminue pas? Allez s'en prendre à des gens parce que... Vraiment, si l'être humain ne peut pas exprimer un peu de frustration, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. Hein, Macron, qu'est-ce qu'on fait? Macron est en prison. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle sur Internet. Et alors? Hein, laissez-le parler. Quel mal ça fait à qui que ce soit? Donc tout ça, quand je dis... Bon, ben, elle n'est pas là, mais ma chargée du protocole, Rennes, a reçu un appel de menace par rapport à son fils, lui disant que on sait où ton fils va à l'école. Quel crime elle a commis? Elle travaille pour moi. Est-ce que je suis un criminel? Pour qu'on menace son fils de mort, on a porté plainte. Bon. Quand Bredoumi, à chaque fois qu'il est là, je lui demande de raconter sa visite au DG de la police, il est porte-parole du PDCI. C'est un parti légal, légitime. Il fait ses conférences de presse, on le convoque à la police. Bon.
je vais parler de l'ordonnance sur la société civile. Je pense que ceux d'entre vous qui suivent un peu les mouvements ONG, etc., ont vu les protestations des évêques, des églises évangéliques là-dessus. Une restriction, donc, sous ce thème de ce que j'appelle vraiment les atteintes aux libertés fondamentales, les atteintes aux droits de l'homme, c'est important. Où mon frère Aziz quitte la Côte d'Ivoire, on l'arrête. Après ça, on dit que c'est une erreur. Après ça, on dit, mais pourquoi M. Thiam ne revient pas? Ce n'est que mon frère. Voilà. Ça, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc, il faut vraiment qu'on se mobilise, qu'on fasse comprendre que ce n'est pas acceptable, cette manière de faire les choses. Ce n'est pas acceptable. Et en tout cas, nous, les Ivoiriens, on n'est pas prêts à accepter ça 5 ans de plus. Voilà. 15 ans, ça suffit. Merci. Après, il y a d'autres thèmes. Vous savez, bon, j'ai beaucoup parlé de... Pardon, innocent, bien sûr. Non, bien sûr. C'est tellement récent. J'ai passé tout mon vendredi soir à m'occuper de ça. Non, absolument. Innocent, vous savez, c'est le président de la JPDCI. De toute façon, je vais revenir là-dessus. Après, je vais parler du CNT. Mais au départ, c'est parti d'un post sur Facebook au sujet d'un certain Wilfried, qui d'ailleurs a retiré sa plainte. Ça s'est transformé maintenant en une procédure. Vous savez, on va en parler encore. Quand la justice ne fonctionne pas, rien ne peut fonctionner. Aujourd'hui, nous sommes otages. Là, il y a des gens au PDCI qui sont en train de faire n'importe quoi. Mais je l'avais dit, d'ailleurs, toute l'affaire Valérie Yapo, c'est parce qu'il y a eu des espèces de coups fourrés. Moi, j'avais dit, ne prenez aucune sanction. Je l'ai dit pour Billon. J'ai dit, ne prenez aucune sanction. Leur but, c'est de nous emmener au tribunal. C'est tout. Parce qu'ils savent ce qui va se passer. Et c'est par les journaux que j'ai appris qu'on avait signifié à Valérie Yapo la décision la concernant, ce que j'avais interdit. Et à partir de là, c'est Finistère, donc je vous mettais le doigt dedans. Donc on nous fait chanter. On ne peut pas faire fonctionner le parti parce que ces gens-là sont de mèche avec le pouvoir et avec l'administration. Et si on fait quoi que ce soit, on va se retrouver devant les tribunaux et on va perdre. Bon, on peut revenir là-dessus, mais c'est pour ça qu'ils portent plainte. Ils portent plainte parce qu'ils savent qu'ils vont avoir gain de cause et que la personne va être arrêtée, etc., etc. Dans un pays où normalement la liberté d'expression est garantie. Bon. Donc, il y a d'autres thèmes, hein. Je vais passer plus rapidement. Je pense que vous êtes tous familiers, mais j'ai parlé de développement humain, de capital humain, beaucoup, et des problèmes qu'on a dans la santé et dans l'éducation qui ne fonctionnent pas. Donc, ça, c'est significatif de la manière dont ce régime fonctionne. Parce que j'ai introduit l'IDH à Soubry en juin 2024. Donc, il y a même un ministre de la République qui s'est permis de dire l'IDH, on s'en fout. C'était dans tous les journaux. Hein, qu'ils étaient là, ils ont géré la Côte d'Ivoire. Donc, l'IDH, espérance de vie. C'est-à-dire, espérance de vie, on s'en fout. Niveau d'éducation, on s'en fout. Et ensuite, c'est pouvoir d'achat, cherté de la vie. Voilà les 3 choses qui sont dans l'IDH. C'est pas compliqué. Et puis, bon, subitement, on a fait pression, jusqu'à l'IDH c'est un peu amélioré. Et subitement, maintenant, l'IDH passe partout, à la RTI, partout. On s'en fout plus. Voilà, ça s'est un peu amélioré. Mais le résultat reste médiocre. Comme j'ai dit, papa, j'étais avant-dernier. Maintenant, je suis avant-dernier. C'est pas très impressionnant. Si on se compare à des pays comparables en termes de revenus, etc., ce que j'ai regardé, le Ghana, 143e, Kenya, 143e, Congo, 138e. Voilà, c'est des gens qui sont nettement devant nous. Et je vous rappelle que quand le PDCI a été chassé du pouvoir en 99, on était 125e. Alors on n'a jamais même approché de toutes les critiques. Hein, on était chassés parce qu'ils allaient faire mieux. On est descendu jusqu'à 172, 166, 150. On était 125e dans le monde. On avait été 113e. Un pays africain, une performance jamais égalée. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas sérieux. Pas sérieux. On ne peut pas avoir de débat avec des gens qui ne sont pas sérieux. C'est tout. Quand on dit IDH, quand ça les arrange, on s'en fout.
Quand ça ne les arrange pas, c'est pas sérieux. C'est ça que j'appelle ne pas être sérieux. Soit c'est un sujet important, on en parle avec sérieux, soit c'est un sujet mais pas important, mais les Anglais ils disent c'est pas possible d'avoir son gâteau et de le manger en même temps. You cannot have your cake and eat it too. Voilà. Et c'est un peu ça, on veut avoir tout. Les choses et son contraire. L'idée, soit c'est important, soit c'est pas important. Mais quand on vit dans le mensonge, on peut tout dire. Lundi c'est important, mardi c'est pas important, mercredi c'est important, jeudi c'est pas important. Ça c'est une vie de mensonge. Bon, j'ai parlé aussi récemment de VDEM. VDEM, c'est un organisme qui est financé par les Wallenberg. Les Wallenberg, c'est la famille la plus riche de Suède. Moi, je les connais. On a dîné, je les connais. Bon, donc ils font cette étude chaque année et ils classent les pays en fonction du niveau de la démocratie, etc. Donc, actuellement, la Côte d'Ivoire est classée comme une autocratie électorale. Il faut que je vous dise la définition parce que c'est comme un portrait robot. Je cite, j'ouvre les guillemets, un type de régime qui organise des élections multipartites, mais qui sont entachées d'irrégularités, de restrictions à la liberté d'expression, de limitation de la compétition politique et d'un usage stratégique des institutions judiciaires pour marginaliser les opposants. C'est un portrait robot. On dirait que ça a été écrit pour décrire ce que nous vivons. Et sur la base de cet indice, la Côte d'Ivoire est classée 107e. On dirait qu'on aime bien être au-delà de 100. 107e sur 179, loin derrière le Ghana, 50e, le Sénégal, 69e, et le Libéria, 78e. Donc alors, et j'ai dit, une fois, peut-être certains d'entre vous ont entendu, j'ai dit, il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots. Alors, il m'est revenu que j'ai traité le gouvernement ou les autorités d'idiots. J'ai dit, vraiment, on ne parle pas le même français, parce que je n'ai traité personne d'idiot. J'ai dit... j'ai dit, il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots. Comment quelqu'un peut se sentir insulté par ça? Et ça, je le pense profondément. Moi, je ne vous parle jamais, je vous parle comme je parle à mon fils, je parle... Je crois jamais qu'il y a des choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Il y a juste des choses qui sont mal expliquées. Mais si on explique bien, on dit, ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Parce que nous avons appris nos bons maîtres. Voilà. Quand l'expression est confuse, c'est que la pensée est confuse. Quand la pensée est claire, l'expression est claire. Pas compliqué. Donc, les Ivoiriens ne sont pas des idiots. Donc, on ne peut pas leur dire, quand on est 107e, que c'est bien. On ne peut pas leur dire, quand on a 59 ans d'espérance de vie, que c'est bien. C'est ça que j'appelle prendre les gens pour des idiots. Bon. Et Dieu merci, les Ivoiriens ne sont pas des idiots. Alors, j'ai amené donc des définitions aujourd'hui. Je vous ai lu le VDM. J'ai une autre définition que j'ai notée. Alors, un kleptocrate. Je salue notre frère Raymond, le président. Voilà. Comment ça va? Merci beaucoup. J'étais à la définition de kleptocrate. Un kleptocrate est un dirigeant ou un fonctionnaire qui utilise son pouvoir pour voler de l'argent ou des ressources à des fins personnelles. Les kleptocrates exploitent leur autorité pour s'enrichir par la corruption. Ils peuvent détourner des fonds publics, solliciter des pots de vin ou manipuler des contrats gouvernementaux à des fins personnelles. Ce qui constitue la kleptocratie. Donc,
il y a un problème, effectivement, à ce niveau, et c'est pour ça que je parlais des valeurs. Je parlais des valeurs. Quand on a parlé d'idéal, j'ai donné la différence entre le rang de la Côte d'Ivoire en niveau de richesse et le rang en développement humain. Normalement, les deux doivent être plus ou moins comparables. Pour nous, c'était 135e et à l'époque 166e. Ça veut dire que le peu que vous avez, vous l'utilisez tellement mal que vous vous retrouvez dans les profondeurs du classement. Et en général, l'explication de ça, c'est la mauvaise utilisation des fonds publics. Donc, la corruption, c'est un problème. Vous avez vu, j'ai parlé des projets hors budget, hors délai. Tout cet argent, c'est de l'argent qui part en fumée, qui ne va pas construire des centres de santé. On a donné l'exemple du 4e pont qui a coûté 113 milliards au lieu de 77 milliards. Ça fait 13 plus 30, 23, 36, vraiment 48% de dépassement. Et on a calculé, je crois que c'est Bredoumi qui a fait le calcul, ça pouvait faire 350 centres de santé, rien que le dépassement là-dessus. Donc, la corruption n'est pas un crime sans victime. Ce que vous trouvez en déficit d'espérance de vie, là, les années qui manquent, ce sont des morts. Ce sont des enfants qui meurent en bas âge inutilement. Ce sont des gens qui meurent du fait de ne pas avoir accès à des infrastructures de santé. Ce sont des gens qui meurent du fait qu'il n'y a pas de personnel, même dans les infrastructures de santé ou de médicaments, où on n'a pas assez d'argent pour payer, etc. Et la CMU, qui est une bonne idée, vraiment l'assurance universelle, moi c'est quelque chose que je pousserai dans notre programme. C'est quelque chose que j'ai fait en Asie, dans beaucoup de pays, en Indonésie, etc. Ça marche, mais il faut bien le faire. Nous, ça a été mal fait, et donc on se retrouve avec des problèmes. Vous avez vu que le GAFI, qui est l'organisme qui classe les pays, en termes de blanchiment de capitaux, blanchiment d'argent, corruption, etc., après nous avoir menacés pendant plusieurs années, nous a finalement fait passer en octobre 2024 sur la liste grise. Bon, la liste grise, c'est pas un bon endroit parce que c'est ce qui précède la liste noire. Bon, ils aiment appeler noir tout ce qui est négatif. Ça aussi, c'est quelque chose c'est une chose à changer. Mais pour l'instant, c'est la liste noire. Il ne faut pas être. Donc, une fois que vous êtes sur la liste noire, votre liberté de faire des transactions, ça est très limitée. Et on est rentré sur la liste grise avec l'Algérie, le Liban et des pays comme ça. Bon. Donc, il n'y a pas de quoi être fier. Une fois de plus. Donc, c'est ça, je dis... moi, souvent, je crois qu'ils disent je suis arrogant. C'est une des choses qu'ils ont contre moi. Moi, bon, chacun peut se faire une opinion. Moi, je pense, surtout, je dis la vérité. Voilà. Et ils n'ont pas assez d'humilité pour accepter simplement qu'on leur dise ce qui est. Et quand vous leur dites ce qui est, ils disent vous êtes arrogant. Bon. Voilà. Non, vraiment. Donc, merci. Je dis toujours ça, même au PDCI. J'en ai attrapé au PDCI. Mais vous devez être en train de lire mon papier parce que après j'ai écrit menteur et voleur. C'est vrai, c'est ici, j'ai écrit menteur et voleur. J'ai parlé du mensonge, j'ai parlé du vol. Donc menteur et voleur. Et donc parfois, après on va dire oui que j'ai pas juste pour en parler, j'en parle parce que c'est le moyen d'arriver à améliorer le sort des Ivoiriens. Je ne sais pas comment on peut améliorer un problème si on ne reconnaît pas son existence. Donc les gens qui vivent dans une espèce de rêve, ils ne peuvent jamais résoudre des problèmes. Parce que si on nie un problème, il n'y a aucune chance qu'on s'y attaque. Or souvent, ce à quoi on fait face, c'est que quand on soulève un problème, les gens disent c'est pas vrai, ça n'existe pas. Pas vrai, ça n'existe pas, donc ce ne sera jamais traité. Donc je pense que parfois, notre crime, c'est qu'on nous reproche de vouloir les empêcher de voler en paix. Un nouveau crime dans le code civil. Empêcheur de voler en paix. On est tous des empêcheurs de voler en paix. Voilà, parce qu'on en parle, ils n'aiment pas ça. Voilà. Bon, un autre thème quand même qui est important aussi dans le bilan, j'ai dit les problèmes de... Non, j'ai parlé au début des choses qui sont bien, j'ai parlé des problèmes d'IDH, de démocratie, d'atteinte aux droits de l'homme, etc. Je pense quand même qu'un autre domaine où on n'a pas vraiment assez progressé, c'est la réconciliation. Quand je vois les attaques dont je suis l'objet sur une certaine chaîne par certains individus tous les dimanches soirs, vous savez, moi j'ai toujours eu une attitude par rapport aux journalistes. J'ai une seule chose. Quand ils me... Et je l'utilise quand je les vois. D'abord, le monsieur en question, je ne savais même pas qui il était.
Et il a fait un selfie avec moi. Moi, je dis toujours oui. Ceux qui m'ont demandé un selfie, je dis, oh, fais un selfie. Et c'est ma soeur qui m'a dit, mais ce type-là, c'est... Il y a tel, tu sais pas, il t'insulte tous les dimanches. Ah, moi, je ne savais pas. Je vous jure devant Dieu, je ne savais pas. Je ne regarde pas ces choses-là. Je ne regarde pas ces choses-là. Moi, je suis un homme d'action. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Et donc, ma petite vengeance vis-à-vis de ces gens, quand je les rencontre, c'est que... Ah oui, mais on me dit, vous écrivez beaucoup sur moi, mais je dois vous dire que je n'ai jamais lu un seul de vos articles. Et c'est la vérité, ils se dégonflent complètement. Parce qu'ils écrivent, quand il va voir ça, quand il va lire ça, il va penser ceci. Pas grave. Nous, on est là pour essayer de proposer des idées au pays, montrer qu'on est capable de le réaliser et avancer ces histoires-là. Bon, quand je parlais de réconciliation, c'est un certain ton. On ne peut pas parler d'un côté de réconciliation et d'un autre côté n'avoir que l'injure à la bouche. Vraiment. Bon, moi, peut-être, le pire que je fais, c'est que je fais des plaisanteries. Ça, les gens qui se prennent au sérieux, ils n'aiment pas qu'on rit d'eux. Mais le pire que je fais, c'est que je fais des plaisanteries, les gens rigolent, et puis le message passe. Mais je n'insulte jamais. Je ne traite jamais les gens de ceci ou de cela, je fais des plaisanteries, voilà. Mais cette violence verbale, on ne peut pas séparer la violence verbale de la violence physique. Parce que l'une est l'antichambre de l'autre. C'est la pièce qui précède le passage à l'acte physique. Et il y a un niveau dans les journaux, dans les discours de violence verbale que moi je n'accepte pas. Et on ne peut pas parler de réconciliation sincèrement quand on autorise ce type de dérapage et ce type de violence. Quand je vois un ministre de la République insulter ma famille, insulter ma mère, bon, au point que son peuple s'est senti obligé de venir s'excuser. Parce qu'il appartient à un certain peuple. Les chefs sont venus me dire, on demande pardon pour notre fils. Et qu'on a écrit à ce parti, leur demandant des excuses, rien. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Inadmissible. Et jusqu'à mettre en doute la généalogie de ma mère, enfin quand même. Même si on aime le pouvoir. Il y a des limites. Il y a des limites. Mais c'est ça, ils n'ont pas de limites. Ils ne connaissent pas la honte. Et en plus, ils n'ont que l'injure à la bouche. C'est eux qui offensent, et ensuite ils vous injurient, après vous avoir offensé. Donc tout ça, c'est pas bien. La xénophobie, c'est pas bien. Les mêmes qui se plaignent de trucs, quand ça leur plaît, ils disent oui, mais Thiam, il n'y a pas de Thiam en Côte d'Ivoire. Mais en même temps, ils se plaignent de la xénophobie. Et eux se disent victimes de discrimination. Mais ça ne les gêne pas de faire des commentaires sur le fait que je m'appelle Thiam. Bon, non, mémoire sélective. Mon père, oui, il s'appelle Thiam, il est arrivé en Côte d'Ivoire en 1947. Il avait 24 ans. Il a servi au Feu-Boigny jusqu'à la mort du Feu-Boigny en 93, pas 3 ans. 46 ans. Il a grandi auprès de lui jusqu'à ce qu'il soit un vieil homme. Et il était très fier de ça. Bon. Bref, enfin. C'est malheureux. Donc, je dis, les gens, ils sont arrivés. Je disais ça à un journaliste aujourd'hui. Leur plateforme pour arriver au pouvoir, c'était la lutte contre les discriminations. Ça, c'est un combat que je partage. Je suis contre les discriminations sous toutes leurs formes. Mais, sous ce couvert, ils ont pratiqué l'exclusion et la discrimination eux-mêmes à grande échelle. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. Et dès qu'on essaie de dire ça, on vous traite vous-même d'exclusionniste. Mais c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'à la fin, c'est pas ça qui va amener la réconciliation. Moi, je prône l'égalité des chances. L'égalité des chances. C'est quelque chose qui est mesurable, objectivement. On peut voir que, on peut regarder les taux de passage, je sais pas moi, du CE1 au CE2 ou des CP1, on peut aller par région. On peut regarder le taux de succès des femmes aux examens. Ça sont des choses qui sont... Le taux d'enrôlement des filles à l'école, qui est très bas dans le Verbouna, là-bas. On peut regarder, on peut dire, bon voilà, là il faut un programme parce que il faut que les petites filles qui sont nées à Doropo aient les mêmes chances que les petites filles qui sont nées à Boisseau ou là-bas à Tabou. Bon, ça c'est des choses... Mais parler comme ça, juste en général, de rattrapage ethnique, ça ne veut rien dire. Il faut travailler
Moi, je suis pour l'égalité vraiment et la justice. Mais il faut travailler sur des choses qui sont mesurables et donc non contestables. Parce que tout le monde pourra comprendre que bon, ben, si les filles vont moins à l'école dans cette région, c'est pas bien. Donc, effectivement, l'État peut mettre plus de ressources là et personne ne discutera. Donc, il faut sortir un peu de ces débats-là qui divisent. Moi, vous m'entendez toujours dire je suis contre tout ce qui divise. Sortir de ces débats qui divisent et essayer de créer des consensus et donc d'avancer ensemble. Parce que ça, c'est un commentaire personnel. Mais je suis vraiment fatigué de recevoir des leçons d'oufouettisme de gens qui n'ont jamais rencontré Oufouet. Tous les 2 jours. Tu as trahi l'esprit d'Oufouet. Tu n'as jamais vu Oufouet. Tu connais Oufouet où? Non, ils ont du culot. Hein. Ils ont du culot. Non, ma soeur n'est pas là aujourd'hui, mais nous, on a grandi à table, on l'écoutait. Même si on est bête, on a recueilli quelques petites choses. Non. Bon, en tout cas, l'homme politique dans la sous-région est tout le contraire de l'oufouettisme. Nous, quand on était petits, on voyait défiler Yameogo, on voyait défiler Oudada, on voyait défiler Modibo Keïta, on voyait défiler Amani Diori, on voyait les Insous, on voyait tout cela, on les a vus à Yamoussoukou. Il y avait le conseil de l'entente. Conseil de l'entente. Il fallait s'entendre avec ses voisins. Conseil de l'entente. Qu'est-ce qui reste de ça aujourd'hui? Que des conflits partout. Ça, on se dit oufouettiste. Mais c'est quel oufouettisme? C'est Oufouet qui a dit qu'un pays ne doit pas aspirer à être une oasis dans le désert. Bon, et moi, j'ai toujours ajouté oui, parce qu'en général, c'est le désert qui gagne. Donc, on a dit dans le programme du PDCI, une Côte d'Ivoire en paix à l'intérieur de ses frontières et en paix avec ses voisins. Donc, il y a du travail. Quand on dit ça, non, nos relations vont très bien avec tout le monde, mais ce n'est pas l'impression qu'on a. C'est pas l'impression qu'on a. Et quand vous regardez sur cette histoire de sous-région, c'est un point important vraiment. La sous-région est vraiment menacée. La paix dans la sous-région est menacée. Si vous regardez, il y a le Libéria, il y a la Guinée qui a eu un coup d'État, il y a le Mali qui a eu un coup d'État, il y a le Burkina Faso qui a eu un coup d'État, il y a le Niger qui a eu un coup d'État, il y a le Ghana, qui a fait sa transition démocratique. Mais vraiment, un basculement de la Côte d'Ivoire aurait des conséquences incalculables pour la sous-région, pas seulement pour la Côte d'Ivoire. Et je veux quand même faire observer une chose, je vais revenir aussi là-dessus. Il y a une confusion, les gens pensent souvent que continuité et stabilité, c'est la même chose. Je dis que continuité n'est pas un synonyme de stabilité. Les gens ont tendance intuitivement à penser que parce qu'il y a continuité, il y a stabilité. Regardez ce qui s'est passé en Guinée avec Alpha Condé. Regardez ce qui s'est passé au Mali avec Ibeka. Regardez ce qui s'est passé au Burkina avec Compaoré. Regardez ce qui s'est passé au Sénégal avec une alternance démocratique. Regardez ce qui s'est passé au Ghana avec une alternance démocratique. Qu'est-ce que vous préférez? Donc c'est pour ça qu'on a fait la coalition pour une alternance pacifique. C'est pour ça que je dis la garantie de la stabilité en Côte d'Ivoire, c'est une alternance. Le manque d'alternance ne pourra conduire qu'à l'instabilité. Donc, continuité, ici, c'est un cas où c'est l'alternance qui conduira à la stabilité, qui fera que le peuple ivoirien se reconnaîtra dans le résultat de l'élection et qu'on ne courra pas le risque d'une aventure. Voilà. Juste quelques mots sur la croissance. Bon, on nous parle beaucoup de croissance. 6%. Vous savez, en économie, en gros, votre PIB, il va croître au minimum autant que votre population. Une des raisons pour lesquelles l'Europe est plate comme ça au départ, c'est que la population est stable ou en décroissance. Chez nous, la population croît à 3% par an. Ce qui veut dire que vraiment, sauf accident grave, votre PIB va croître de 3% par an. Maintenant, si vous raisonnez par personne, l'amélioration par personne, il faut enlever les 3%. Parce que si votre population croît de 3% par an et votre richesse accrue de 3% par an, chacun est juste comme avant.
cette croissance de 3% là, elle ne vaut rien. Parce qu'elle n'a amélioré en rien la position de chacun. Vous avez 3% de igname en plus, mais il y a 3% de bouche en plus à nourrir. Personne n'a plus d'igname qu'avant. Non, c'est simple. Ok? Il y avait 100 ignames chaque année, on était 100. Chacun a un igname. Alors 3% de croissance, maintenant 103 ignames. Mais il y a 3 petits bébés qui sont arrivés. 103 divisé par 103 égale 1. Chacun a un igname. Donc, les 6% là, ils ne valent que 3%. Quand on fait 6% et que la population augmente de 3%, l'augmentation pour chacun n'est que de 3%. D'accord? C'est pas compliqué à comprendre. Donc, battre le tam-tam tout le temps pour dire 6% c'est extraordinaire. Quand on a une population qui croît à 3%, c'est pas vrai. L'Europe croît à combien, en gros? 2-3%. Comment on l'appelle? Le vieux continent. Parce que ça ne croît pas beaucoup. Donc ça veut dire que 3%, c'est le taux réel de croissance par personne, ce n'est pas assez et ça ne sortira jamais personne de la pauvreté. Donc si vous voulez comprendre pourquoi, malgré les performances économiques célébrées, après même 10 ans, la Côte d'Ivoire n'est pas vraiment mieux qu'avant, c'est pas assez. C'est pas assez. Donc, après, on réfléchira aux manières de faire plus, parce qu'il y a des manières de faire plus. Moi, j'ai beaucoup travaillé en Asie, les pays asiatiques sont arrivés à générer plus que ça sur la longue durée. Mais pour ça, il faut... Non, viens pas. Qu'est-ce qu'il va pas, Joël? Non, dites-nous. On nous entend? D'accord. Ok. Yako. Non, ça va, ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Merci. En tout cas, moi, je peux vous dire, quand je serai président, on continuera à avoir des dialogues comme ça. D'abord, moi, je pense à moi, j'aime ça. J'aime les gens. Je pense que si on n'aime pas les gens, on ne peut pas faire de politique. Il y a toutes sortes de personnalités. Faites autre chose. C'est tout. Si vous n'allez pas voir les gens, vous n'allez pas parler avec les gens, mais faites autre chose. Moi, ça m'intéresse. J'aime ça. J'en profite. Vraiment, quand je vois vos visages, ça me donne des idées. Et puis, bon, donc, vraiment, j'aime ça, le dialogue. Donc, pour revenir à la croissance, 6% égale 3%. Il faut rappeler ça. Il faut expliquer ça aux gens. Pas qu'on les abuse. 6%, ça vaut 3%. Bon. Alors ça, c'est un autre sujet, la démographie, parce qu'il faut aussi qu'on aide les femmes à faire que notre démographie, là, se ralentisse. Que chacune ait peut-être moins d'enfants, mais qu'elle puisse mieux s'en occuper et mieux les élever et leur donner un avenir. Voilà. Et qu'il y en ait moins qui meurent. Toutes ces choses-là sont des choses qu'il faut traiter également. Bon. Donc, la croissance, une des choses, la croissance, c'est les investisseurs, et j'en parle beaucoup, mais il faut vraiment faire que les entreprises ivoiriennes puissent réussir. Il y a vraiment toujours cette obsession, même des journalistes, mais d'où va venir l'argent? Mais qui va venir? Et vous-même? Moi, je crois vraiment dans ce que les Américains appellent le self-help, s'aider soi-même. Ok? Il faut d'abord créer un environnement où les petites entreprises locales peuvent réussir. Plus les petites entreprises locales réussissent, plus vous allez voir des gens qui vont venir s'installer là. Moi, j'ai amené, quand j'étais patron de Prudential, on a ouvert un certain nombre de nouveaux marchés. J'ai ouvert au Myanmar, en Asie, en Birmanie, l'ex-Birmanie. Donc j'ai ouvert au Ghana. Prudential n'était pas du tout en Afrique. Il m'avait nommé PDG, on n'était pas du tout. Et
J'ai mis 3 ans à convaincre le conseil d'administration d'accepter d'investir au Ghana. Parce que quand un groupe international regarde comme ça, les marchés, on se dit, la première question c'est mais comment se portent les entreprises locales? Je dis, c'est comme si vous êtes un explorateur d'un film, vous arrivez sur une planète, vous avez votre scaphandre. Avant d'enlever votre scaphandre, vous allez regarder s'il y a la vie sur cette planète. S'il n'y a rien, vous allez garder votre scaphandre, remonter dans votre fusée, et puis vous partez. C'est tout. Si les entreprises du pays, qui sont nées dans le pays, qui parlent la langue, qui connaissent tout le monde, qui connaissent les marchés, n'arrivent pas à réussir, personne ne viendra. Enfin, je reformule. Les seuls qui viendront, ce sont les industries extractives. Ils se fichent pas mal de votre pays. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'il y a sous le sous-sol. Donc même si la planète est déserte, ils peuvent venir forer, prendre et puis ils s'en vont. Okay. Ou alors des choses qui sont vers l'export. Ils viennent produire chez vous et puis tout ça, ça va dans les marchés mondiaux. Vous n'avez aucune retombée. Mais des gens qui vont venir s'intéresser au marché domestique, ils ne viendront que si les entreprises nationales prospèrent. Et donc ça aussi, je dis, quand moi je serai au pouvoir, si je dois passer du temps avec les entreprises, 80% ce serait avec les entreprises ivoiriennes. Bon. Quand j'étais en Angleterre, le Premier ministre David Cameron, il avait un business council dont il m'a nommé membre. On se voyait tous les 15 jours, toute l'année. Premier ministre, ministre des Finances. On était tous là, les patrons. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je dis, bon voilà, nous on a tel problème. Nous on a tel problème. Il était à notre service, il était à notre écoute. Et vraiment, ça crée un environnement. Quand il veut faire une réforme ou quoi, il nous parle, on discute. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de beaucoup de choses dans la vie. Il y a le discours et puis il y a la méthode. Le discours, c'est facile. Tout le monde veut les mêmes choses. Mais après, c'est dans l'exécution, dans la méthode, que la différence se fait. Les seules personnes qui doivent et qui peuvent créer des emplois, c'est les entreprises. Vous savez, le PDCI, c'est un parti qui est basé sur l'économie de marché. Ça, on est un parti de droite, c'est l'économie de marché. Les entrepreneurs, il y en a beaucoup parmi vous, c'est le... Comment dire ça? Le centre de l'économie, l'oxygène, ce qui fait que ça fonctionne. Donc vraiment, passer du temps avec eux, parce que ça vous amène aussi à dépasser les problèmes de corruption, etc. etc. Il faut que les entrepreneurs puissent vous dire qu'est-ce qui se passe aux impôts, qu'est-ce qui se passe sur les marchés, les petits agents qui les rançonnent, etc. Pour que vous puissiez intervenir et traiter ces problèmes-là. Donc, il faut plus de croissance, une croissance de qualité, et qui soit générée vraiment par des entreprises nationales qui créent de la valeur, qui créent des emplois pour les jeunes Ivoiriens, parce qu'on a un énorme problème de chômage. Quand vous faites des sondages et que vous demandez aux gens les problèmes de la Côte d'Ivoire, le premier problème, c'est le chômage des jeunes. La Côte d'Ivoire est, on me dit, le deuxième pourvoyeur de jeunes qui traversent la Méditerranée sur les radeaux. Bon, ça aussi, c'est un élément concret. Moi, je crois que si le paradis existe, je ne pense pas que les gens cherchent à s'échapper du paradis sur des radeaux. Oh, on nous dit qu'on est au paradis en Côte d'Ivoire. Et pourtant, il y a des gens qui montent sur des radeaux pour... Qui cherche à s'enfuir du paradis? Pas sérieux. Bon. On me dit aussi qu'on est 3e en suicide. Je n'ai pas pu vérifier ces chiffres. C'est des chiffres qu'on m'a donnés, mais bon, tout ça c'est préoccupant. Et donc il faut que la situation s'améliore pour notre jeunesse, parce que de toute façon, c'est quand on ne traite pas ces problèmes-là qu'on fait le lit des djihadistes de tous ces gens. Et la violence. Donc, il faut prendre ces problèmes-là au sérieux. Bon, voilà, ça c'était un peu sur le bilan. J'ai parlé des droits de l'homme, j'ai parlé des perspectives économiques, de la démocratie, etc. Je reviendrai après sur la justice et d'autres points, mais je vais répondre quand même à... J'ai dit que j'allais répondre un peu à certaines personnes. Je vais essayer quand même. Donc, on me rapporte, parce que je n'ai pas entendu directement, mais qu'on me menace. En tout cas, j'ai été menacé récemment par des personnes qui ont des positions de responsabilité. Bon, il y a 200 000 personnes à peu près aujourd'hui, au minimum, à Abidjan, qui n'ont pas de logement du fait de déguerpissement sauvage. Il me semble que ce sont les mêmes qui sont à l'origine de ces déguerpissements sauvages qui me menacent et qui me critiquent.
moi, je revenais de l'intérieur. Quand j'étais étudiant, j'ai fait un stage à GESCO. Je connais bien GESCO. J'étais ingénieur, j'ai fait mesurer les routes là-bas, tout ça. Donc je connais un peu GESCO, bien que je ne connaisse pas la Côte d'Ivoire. Mais bon, on passait là sur l'autoroute et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de troubles. Et donc j'étais avec... où il est? Bredoumi n'est pas là, mais je suis retourné au bureau rapidement, j'ai vu Bredoumi, et puis il y avait Diaofo, c'est à Yopougon. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Mais je ne sais pas, moi, je vais aller voir. Je dis, bon, on se retrouve là-bas, on est revenu à Yopougon, là, et donc je suis allé voir le directeur de l'escadron de gendarmerie, toujours républicain, pour dire, bon voilà, je suis le président du PSCI, voilà, Diaofo, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais ils ont commencé à détruire, les gens ne sont pas contents, etc. Et donc, je dis, bon, on va aller voir les populations. Et gentiment, d'ailleurs, il dit, mais vous, d'ailleurs, je pense que les gens vous aiment bien, donc ça va probablement les calmer, allez les voir. Alors, on commence à marcher pour aller voir les populations, et puis on le voit au téléphone avec quelqu'un, je ne sais pas quelle autorité, et puis ils ont commencé à tirer sur nous à coups de bombes lacrymogènes. Voilà, il y a des films, vous pouvez trouver ça sur Internet. Mais c'est toute cette démarche. Et en fait, j'ai été le premier à y aller, vraiment très spontanément. Après, je crois que le président Gbagbo est allé, Mme Gbagbo et d'autres les jours suivants, etc. Mais c'était malheureux. Et les populations, les élèves qui étaient là, affectés là par l'éducation nationale, on avait détruit leur école. Donc je crois que, au lieu de dire que je me suis enfui au premier coup de Kalachnikov, que mes boubous ne sont pas comme les boubous de certains, ils n'ont qu'à s'occuper de ces problèmes-là. Parce que c'est ça les vrais problèmes des Ivoiriens. Oui, Lisa, c'est nous qui avons fait le Noël pour les enfants des déguerpis. Un Noël, là, Noël 2024, à Yopougon. Il fallait voir dans quel état de saleté ils sont, de pauvreté. Moi, j'ai fait des déguerpissements à Noumabou. Quand Abi Raoul est là pour témoigner pour le 3e pont, on a reçu les félicitations du directeur de l'environnement de la SFI. Il est venu à Abidjan et ils nous ont cité comme projet modèle. On a discuté avec les gens, on s'est occupé d'eux, ils ont choisi le site, on les a déplacés, 3000 personnes, vous n'avez jamais vu ça dans les journaux. Voilà. Donc, je veux bien qu'on me critique. Mais enfin. Bon. Après ça, qu'est-ce qu'il paraît? Oui, on m'associe au Conseil national de transition, au CNT, etc. Alors ça, je vais être très clair. Je ne sais même pas par où commencer. Je suis désolé, avec tout le respect que je dois à tout le monde, j'étais contre cette histoire. Les témoins sont vivants et contemporains. Bon, il y a le président Simon Do qui est ici, et mon frère Aziz, je les avais envoyés. Moi, quand le président Bédié m'a nommé il y a très longtemps, j'ai dit, voilà, moi, monsieur le président, je vous donne, je prends un engagement, je vais être 31 ans, je vous dirai toujours ce que je pense. Je ne dis pas que j'ai toujours raison, mais vous aurez sincèrement ce que je pense. Je ne vais pas regarder votre figure quand vous posez une question et puis dire, est-ce qu'il a envie que je dise oui ou non? Je ne suis pas comme ça. Donc, je dis ce que je pense, c'est ça. Parce que le devoir qu'on a vis-à-vis d'un chef, bien le servir, c'est lui dire la vérité. Ils sont là, chaque fois qu'ils me demandent au PDCI, qu'est-ce qu'on va dire? Je dis, mais la vérité, ils connaissent, la réponse est standard, ils ne me demandent même plus. Je vais dire la vérité. Donc, moi, je pensais que c'était une erreur. C'était une erreur. Simon est là, mon frère Aziz, je lui ai dit, allez voir le président Bédié, essayez de le convaincre de ne pas faire ça parce que le boycott, en fait, a été efficace. Et si on va dans l'illégalité, ça ne peut que se retourner contre nous. Ils vont exploiter ça. Bon, malheureusement, on n'a pas pu convaincre. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Mais essayez d'aller dire maintenant. Il y a Cyril Ben Simon du Monde. Il est là, il est vivant. J'ai appelé le Monde, j'ai tout fait pour dire c'est une bêtise, il ne faut pas le faire. Le président Gbagbo, on se parlait beaucoup. À l'époque, il était dans la même position, on était contre. Bon, ils l'ont fait. Mais mon nom n'est pas sur le CNT. Donc je ne comprends pas comment aujourd'hui, parce qu'on veut m'empêcher d'être candidat, on va déterrer une affaire avec laquelle je n'ai rien à voir, où il y a des témoins qui sont là, qui savent que j'étais contre. La liste est sortie, mon nom n'était pas sur la liste. Il dit c'est un putschiste. Moi. Oui, mais vous pensez qu'ils les ont depuis là et puis ils ne les ont pas utilisés? Hein? Ils ont depuis un truc qui peut m'abattre, mais parce qu'ils sont magnanimes, ils n'ont pas utilisé. Ça fait 5 ans que ça dure cette histoire. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il y avait une première écoute
que je ne parlais plus au président Bédié au téléphone. Je passais par Simon et Aziz. Et dans notre système de communication, pendant des années, ça a été comme ça. Ils allaient à Daoukong, il y a quelque chose, on fait à Daoukong. Donc, on ne s'est pas parlé au téléphone. Donc, leurs écoutes, je ne sais pas comment ils les ont fabriquées. Puis, on avait pour accord qu'on ne se parlait pas au téléphone. Ah oui. Donc, voilà. Voilà. Donc, moi, je crois que pour ces déguerpissements-là, les personnes concernées doivent des excuses à la nation. Donc, j'espère qu'ils les présenteront. C'est avoir détruit sans prévenir la vie d'autant de gens, ça mérite des excuses. Alors, je ne vais pas trop répondre aux autres, là, de toute façon, bon, quelque part, c'est triste. Parce que moi, je dis, quel danger je représente pour la Côte d'Ivoire. Quelqu'un a dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut se passer de moi? Bon, c'est gentil, mais vraiment, je n'ai jamais, en tout cas, je pense, fait de tort à la Côte d'Ivoire. Bon. Quand on faisait le tour là, pour la RLE, j'étais ému parce que dans pas mal d'endroits, j'ai retrouvé des écoles que j'ai construites. Les centres d'électrolyté dans des écoles primaires que j'ai construites. Je suis allé. J'ai fait des écoles, j'ai fait des centres de santé, j'ai fait des routes, j'ai fait des centrales thermiques, j'ai fait des aéroports. Ah, je vais revenir à l'aéroport parce que ça aussi, ils ont une réponse là-dessus. Donc, j'ai fait des choses. Donc, vraiment, aujourd'hui, on dirait que je suis l'ennemi public numéro 1. La plus grande menace qui pèse sur la Côte d'Ivoire. Mais je ne comprends pas en quoi je veux nuire à la Côte d'Ivoire, qu'on me placarde sur tous les jours, on m'injurie du matin au soir, du soir au matin. Je n'ai jamais... Moi, je n'ai pas de sang d'ivoirien sur les mains. Et c'est à dessein, et c'est le résultat d'une stratégie et de décisions que j'ai prises. On me le reproche, je suis parti, et je l'ai dit, parce que j'étais face à des gens qui considèrent que la violence est un moyen légitime d'action politique. Vous voyez cette phrase dans toutes mes interviews, j'ai toujours répété ça, que je ne veux pas être mêlé à de la violence. C'est un choix. Maintenant, ceux qui ont commis cette violence-là, aujourd'hui, comment dire ça? Je crois les Ivoiriens, et j'ai toujours dit, mon fils est là, il est mon témoin, j'ai toujours dit que moi, je ne change pas. J'espère qu'un jour mon pays, mon discours n'a jamais changé. J'espère qu'un jour mon pays aimera mon discours. C'est ce que j'ai toujours dit quand il grandissait. Et que l'expérience ferait que, à l'époque, oh, il est trop mou, l'expérience ferait qu'il se rendrait compte que peut-être c'est pas de la mollesse, c'est de la sagesse. Voilà. Quand Fouet disait, le dialogue c'est l'arme des forts, c'est de la sagesse. Oui, quand on pratique le dialogue, on peut paraître faible. Mais en fait, on est fort. Donc ce sont ces valeurs-là que j'ai toujours voulu mettre en avant. Et donc voilà. Donc vraiment, je ne comprends pas ce statut d'ennemi public numéro 1 que j'ai gagné. Bon, on va juste regarder. Il ne va plus voler en paix, c'est ce qu'on a dit. Il ne va plus voler en paix. Voilà. Il ne va plus voler en paix. Bon. On va parler un peu des élections. J'ai demandé là qu'on mette... Est-ce qu'on a le sondage, hein? Voilà. On peut mettre ça. C'est... Bon. Moi, je suis un ingénieur, comme j'ai dit souvent. Donc, je n'aime pas discuter d'opinion. Chacun a son opinion. Au maximum, sur beaucoup de sujets, il faut avoir des faits. Donc, on fait des sondages dans les pays organisés. Et c'est pas très difficile. On fait des échantillons représentatifs. À chaque taille d'échantillon, s'il est bien composé, il faut partir du recensement national, etc., prendre des sous-catégories composées. Il y a un niveau de confiance et de précision qui est associé. Donc ça, c'est un sondage qui a été fait par le directeur de campagne d'Obama en 2008 et en 2012. Donc, c'est pas tout à fait n'importe qui. Donc, qui travaille pour nous. Et donc, on a fait ce sondage le 4 avril 2025, donc début avril, il y a 2 mois, 3 mois. Et sur un échantillon de 750 personnes. Donc là, ce que je vous montre, c'est les résultats d'un second tour entre M. Alassane Ouattara et moi. 57-43.
Ensuite, on a demandé aux gens, est-ce que vous pensez que M. Ouattara mérite un nouveau mandat ou pas? Il faut respecter la diversité d'opinions. Il y a 33% de gens, ce sont des Ivoiriens, ils ont le droit d'avoir cette opinion. Il y en a 33% qui disent oui. Il y en a 59% qui disent non. Et pour faire rire un peu, je dis les 8% là, c'est les peureux. Eux qui disent je sais pas. Parce que tous ceux qui sont pour là, ils ont dit oui. Ceux qui disent je sais pas là, c'est des hypocrites. Vous pouvez ajouter ça au... Attendez, vous pouvez ajouter ça au 59. Attendez, revenez. Donc c'est quand même important, 2 pour 1. Pour un Ivoirien qui dit oui, il y en a 2 qui disent non. C'est quand même clair. C'est quand même clair. On a fait les sondages à l'intérieur, à Abidjan, les groupes d'âge, etc. La réponse est claire. Pourquoi on s'entre-déchire? Pour dire que le peuple dans son ensemble veut quelque chose qu'il ne veut pas. Bon. On a aussi regardé les popularités. Bon, en fait, ça, c'est une analyse assez classique en politique. On demande les gens qui ont une opinion favorable de vous, les gens qui ont une opinion défavorable de vous, hein, ceux qui ne vous connaissent pas, ceux qui n'ont pas d'opinion, etc. Donc, vous voyez... Attendez. Revenez. En haut, là-bas, je suis désolé, mais vous voyez qui est en haut, là-bas? Donc, c'est mon nom. Et avec... Pardon. C'est mon nom en haut, au sommet, avec plus 5. Ils font la différence. Ils font la différence dans les opinions positives et les opinions négatives. Plus 52, honnêtement, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a 52% de gens de plus qui ont une opinion positive qu'une opinion négative. Donc voilà pourquoi on me tire dessus tout le temps. Parce qu'il faut casser cette opinion positive. Mais cette opinion positive, je l'ai acquise en 62 ans de vie. Les gens ne sont pas levés un matin. Il y a quand même des gens qui étaient à l'école avec moi, j'avais une certaine réputation, j'ai travaillé, ils m'ont vu au travail, ils ne sont pas levés un matin et puis pour penser ça de moi. Bon. Alors, vous voyez quand même, c'est pas... Bon, après il y a des précisions, mais c'est vraiment le président Gbagbo et moi-même, on est vraiment en haut, là-bas. Et vous voyez le PDCI, à plus 31. Le PDCI n'a jamais été dans une position pareille dans l'opinion ivoirienne. On a redressé, on a vraiment amené le pays tout entier à avoir une opinion extrêmement positive du PDCI. Bon, dernier commentaire, c'est le RHDP. Vous savez, en politique, non, quand vous êtes en négatif, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui ont une opinion négative de vous qu'une opinion positive. Donc vous voyez, après 15 ans, que le RHDP est en négatif, à moins 5. Donc il y a plus d'Ivoiriens qui ont une opinion négative qu'une opinion positive. Bon, après, bon, il y a... Mais on a rendu ces choses publiques, donc on pourra c'est public. Hein. On ne cache rien, on n'a rien à cacher. Ce sont des données objectives d'une étude. Il n'y a pas de... Nous, nos sondages, on les publie. Donc voilà, c'est public. Le dernier point, c'était quand même intéressant. On a demandé aux Ivoiriens, on peut vendre la dernière page, ceux qui pensent des attaques sur ma nationalité. Donc il y a 68% qui sont contre, 22% qui sont pour. Donc pour un qui est pour, il y a 3 qui sont contre. Alors, les barres oranges, c'est intéressant, ou c'est les barres RHDP? Donc vous verrez qu'à peu près la moitié du RHDP est contre. Non, contre ceux qui sont en train de mettre fait, il faut leur rendre justice. Ils disent c'est pas juste. Donc en fait, les seules personnes qui sont pour, là vous voyez, toute l'opinion ivoirienne est contre, la moitié du RHDP est contre, il y a juste une moitié du RHDP qui pense que ce qui est en train de mettre fait là, c'est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Bon. Voilà, donc on peut fermer là-dessus. Les élections, on nous dit pas de RLE. Bon, on a suffisamment parlé de ça. La RLE, après les élections, c'est quelque chose qui vraiment nous pose des problèmes au niveau de la crédibilité de l'élection. Et donc, comme j'ai dit, je ne pense pas être un danger pour la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, au début, quand je suis revenu en 2022, on avait fêté mon retour. On a même une vidéo quand on a fait mon passeport, tellement les gens étaient contents que je revienne. Mais je suis passé de là. D'ailleurs, j'ai amené. Donnez-moi mon sac, j'ai amené autre chose. Dans la vie, quand on cherche. Ah, ben voilà. Voilà. Parce que les gens, ils m'obligent à aller fouiller. Ça, c'est un passeport ivoirien. 10 janvier 2000.
Donc ça, parce qu'il y a eu le régime Bédier, ça c'est les militaires qui m'ont délivré ce passeport-là. Donc même eux, ils n'ont pas dénié ma qualité d'Ivoirien après le coup d'État. Voilà. Aujourd'hui, il paraît que depuis 1987, j'étais pas Ivoirien. Alors, de nouveau, on ne parle pas la même langue. Moi, j'ai dit qu'en 1997, j'ai fait la privatisation de l'aéroport et la réhabilitation de l'aéroport. Dans mon petit esprit à moi, on ne peut privatiser que ce qui existe. Donc, il semble que maintenant, ils disent oui, non. Il dit qu'il a construit l'aéroport. Il avait 8 ans. Je sais quel âge j'avais. Je ne parle pas de ça. Je dis qu'on n'avait pas d'argent. L'aéroport stagnait, était surchargé. Il fallait trouver un moyen. Le président Bédier m'a dit qu'il faut trouver un moyen. On n'a pas d'argent pour trouver un moyen de développer l'aéroport. Donc, c'est ce qu'on a fait. J'ai fait la privatisation. On a fait ce que vous voyez maintenant. Avant, on marchait sur la piste sous la pluie. On a mis les trucs qui vont en contact. Vous avez vu, on a prolongé, on a amélioré. Et c'est un projet modeste. Moi, j'aime pas les projets pharaoniques. On a fait un projet modeste qui a été hyper rentable et qui a bien marché, qui a amélioré. Maintenant, ils sont en train de faire le doublement qu'on avait déjà prévu. Ça avait été prévu. Mais je ne sais pas, ce sont des gens... Qu'est-ce qui les gêne dans le fait que je dis j'ai fait telle chose? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Vous dites, vous avez fait quelque chose, ils disent, ils se vantent. Mais je dois faire quoi? Je dois juste m'asseoir et puis ne pas parler et m'excuser d'exister. Je ne sais pas ce qu'ils veulent de moi. Parce que de toute façon, quoi que je fasse, j'ai tort. Donc, sur la nationalité, moi, je pense que, par exemple, une des choses qu'ils disent dans le jugement, c'est que j'ai reconnu, moi, que je suis né de père ivoirien et de mère ivoirienne. Je suis désolé, ma mère était ivoirienne quand je suis né. Mon père était naturalisé ivoirien. Tous les Ivoiriens ont fait des recherches maintenant sur le 6 novembre 62. Moi, je suis né le 29 juillet. Non, le jugement est faux. C'est simple, clair et net. C'est faux. N'importe qui peut le vérifier. On nous dit c'est la justice. Tout ce qui découle de ça. Bon, là, s'ils ont trouvé, mais ça va jusqu'à des niveaux. Je parlais à un journaliste aujourd'hui, il dit non. Ils ont dit que tu n'étais pas français quand tu étais à Polytechnique parce que la France t'aurait fait faire le service militaire. Mais bon, malheureusement, tout ça c'est bien, c'est clair. Mon père voulait que je passe le concours à titre français. Je ne peux pas mentir sur mon père, père son âme, c'est moi qui ai dit non. Après, je lui ai dit, papa, si je passe à titre français et que j'intègre, quand on va dire que je suis le premier Ivoirien qui est rentré, ils vont dire non, c'était... Il faut quand même respecter. Alors, il y a des choses que je ne peux pas admettre, parce que ça touche à la mémoire de mon père, ça touche à beaucoup de choses. Mon père, son rêve, c'était que je fasse l'ENA. Il voulait que je fasse Polytechnique et l'ENA, comme Valéry Giscard d'Estaing. Il admirait beaucoup Giscard. Pour ça, il fallait que je sois français. Bon, donc... Et il m'en a voulu, il n'était pas d'accord. Je lui ai dit non. Et d'ailleurs, vous savez, quand vous passez les concours à cette époque-là en France, il y a ce qu'on appelle les points de 3,5. Quand vous êtes français et que vous passez le concours pour la première année, on vous donnait des points d'avance. Parce que c'est tellement un désavantage de passer le concours pour la première fois. À Polytechnique, la moitié de chaque promotion passe le concours pour la première fois, c'est ce qu'on appelle les 3,5. L'autre moitié, c'est les 5,5. Donc une personne sur deux, c'est très dur de rentrer au premier. Donc on vous donne une compensation. Et mon père était vous, parce que quand vous êtes étranger, ils disent qu'ils ne peuvent pas juger le niveau de votre bac. Donc après, vous avez fait maths sub, maths spé, mais on ne vous donne pas les points de 3,5, les points de première année. Par exemple, on ne sait pas, peut-être vous êtes parti d'un niveau plus élevé. Donc j'avais ce handicap-là. Et j'ai dit, bon, papa, tu vas voir, c'est pas grave, ça va aller. Je vais prendre le truc comme ça, et puis ça va passer. Donc les histoires derrière ça. Et après, la Côte d'Ivoire a fait un papier disant qu'ils considéraient que j'avais rendu un service à la nation en faisant ces études-là, et que donc ils me dispensaient des obligations militaires. Voilà comment je n'ai pas été pris, parce que l'armée française en fait voulait me prendre, je n'ai pas été pris par l'armée française. Mais on passe, mais ils rentrent vraiment, je ne sais pas, peut-être on va faire toute ma vie, du 29 juillet 62 jusqu'à, on est quel jour, le 10 juin 2025, parce que vraiment, on me pose des questions, je dis, mais enfin vraiment, on en est là. Tout ça pour prouver que, d'une manière ou d'une autre, je ne suis pas ivoirien. Et c'est un problème qui vous concerne tous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des doubles nationaux ici. C'est incroyable. Pour une personne, on change tout.
On a pris une loi disant qu'on peut être propriétaire foncier en Côte d'Ivoire si on n'est pas ivoirien. Bon, donc, tous ceux, loi de 98, tous ceux-là, parmi vous qui ont épargné, qui ont acheté, qui ont construit des trucs, on va vous exproprier. Puis vous êtes automatiquement devenu non-ivoirien, donc vous avez pris une autre nationalité. N'importe quoi. Et je peux le citer parce que c'est un autre polytechnicien, je ne sais pas de la diffamation, Aboudraman Sissé, que vous connaissez. Il est devenu britannique quand il était chez Goldman Sachs, d'après ce que je sais. Il a été secrétaire général de la présidence, il a été ministre du pétrole. Alors maintenant, moi pauvre, là, on dit tous les actes que j'ai pris au PDCI doivent être annulés. Mais les actes que le secrétaire général de la présidence a signés, puisque tous les gens, on dit oui, non, c'est la loi de son grand-père, il n'avait qu'à changer, on va lui appliquer la loi de son grand-père. Mais comme il n'était pas, j'ai failli dire, on va dire, je les insulte encore, en tout cas, il n'était pas fou. Parce qu'il n'a pas appliqué cette loi dans 64 ans, à qui que ce soit. Mais bien sûr, il ne l'a jamais appliqué, point à la ligne. 64 ans. Maintenant, on dit, oui, mais il aurait dû savoir, il aurait dû s'y attendre. Moi, je ne savais pas que cette loi existait. Je n'ai pas honte dans ma vie de dire je ne sais pas. Ma mère me disait toujours, je dis toujours ça, mais ne fais jamais confiance à quelqu'un qui dit jamais je ne sais pas, parce que c'est un menteur. Non. Un jour, regarde les gens autour de toi, ceux qui travaillent avec toi, là. Celui qui dit jamais je ne sais pas, là, c'est un menteur. Parce qu'il n'y a pas un être humain qui sait tout. Donc, moi, je ne savais pas, la vérité. Aussi bien quand je me suis présenté, que même aussi ceux qui ont fait mes papiers. Moi, j'ai fait des tests, j'ai demandé dans les salles, est-ce que quelqu'un connaissait l'article 48 de la loi de 61 ? Alors, je disais, personne. Personne n'a entendu parler de cette histoire. Ils ont déterré ça de nulle part. Et maintenant, on veut imposer ça à tout le monde. Bon, ça, c'est pas le droit. Pas vendu une loi et puis dire, bon, toi, ça t'applique à toi, toi, ça t'applique pas à toi. Le principe d'égalité devant la loi, il est constitutionnel, il est incontournable. Bon, sans compter que, d'après l'exposé des motifs, le président Oufouéli m'avait dit, on ne peut pas perdre sa nationalité. Attendez, on ne peut pas perdre sa nationalité sans un acte positif. Bon, ça, c'est paru un peu partout. C'est un livre de la même personne qui a fait les déguerpissements. Où il dit, 3 pages, 308, 309 par là, il explique, il dit qu'on me donne le décret qui fait perdre la nationalité à M. Alassane Ouattara. Et il explique ici qu'on ne peut pas perdre la nationalité sans décret. Mais moi, j'ai perdu la nationalité sans décret. Bon, je vais arrêter. L'avocat, il est là, il pourra poursuivre. Mais tout ça pour dire que une des composantes essentielles du programme du PDCI, ce sera une réforme profonde de la justice. Une réforme profonde de la justice, c'est une réforme, c'est peut-être même la plus importante. Donc voilà mon fils ici qui est là, le pauvre. Il vient de finir ses études de droit et je lui ai fait du lavage de cerveau jusqu'à ce qu'il aille en droit. Je lui ai dit, moi, si j'étais à refaire, j'aurais fait du droit. Et ça, c'est la vérité. Parce que c'est un truc, les anglo-saxons m'ont vraiment converti à la primauté du droit. J'ai fait toute ma carrière dans le monde anglo-saxon et la supériorité de leur modèle sur les autres, elle vient de la primauté du droit. Regardez le G7, les 7 premières économies du monde. États-Unis, Angleterre, Canada, Australie, ça fait 4 sur 7. Ils sont bâtis sur exactement le même modèle juridique. Primauté du droit, indépendance de la justice. Vous voyez, le président Trump qui se débat face aux juges. Vous avez entendu dans des pays européens que le président a dit qu'il veut faire telle chose et puis un juge a dit non. Mais dans les pays anglo-saxons, ça arrive tous les jours. L'indépendance, la séparation des pouvoirs. Là, c'est la vraie séparation des pouvoirs. Le président ne peut pas dissoudre le Congrès. Et le Congrès, pour le renvoyer vraiment à l'impeachment, il faut une majorité des 2 tiers. Donc, ils sont obligés de s'entendre. Et la Cour suprême, vous voyez le statut de la Cour suprême. Tous les plus grands juristes, le poste le plus prestigieux qu'ils ont là-bas à l'université, c'est d'être un clerc de la Cour suprême. C'est le sommet. Il y a une vénération totale pour la Cour suprême. Tout se règle finalement à la Cour suprême. Donc, moi, j'ai travaillé avec, vous savez, le Sénégal.
on va me dire, je cite le Sénégal, mais bon, c'est la réalité, ils ont fait une réforme de la justice. C'est une des choses qui les a sauvés quand il y a eu les problèmes électoraux l'année dernière. Et j'ai passé du temps, et celui même qui a fait cette réforme-là a beaucoup travaillé avec nous, la réforme de l'École nationale de la magistrature. Et vraiment, moi, je ne critique pas nos juges. Vraiment, ça, je veux être très clair là-dessus. C'est l'exécutif que je critique. Parce que nous savons, par nos sources, quand certaines réunions concernant mon cas ont lieu, à quelle date, où, avec qui autour de la table. Laissons ça comme ça. Donc, après ça dire on y est pour rien, c'est la justice qui a fait le travail. C'est pas sérieux. Il faut surtout rendre la justice indépendante. Ce qui franchement reste à faire en France. Ce qui est notre modèle. C'est vraiment... il n'y a pas de démocratie si la justice n'est pas indépendante. Et vous m'avez entendu dire, il y a un investisseur qui disait toujours, moi, je n'investis que dans les pays où je peux faire un procès au fils du président et gagner. Si vous êtes un pays où je ne peux pas poursuivre le fils du président, je ne viens pas. Donc, c'est vraiment important de s'assurer qu'on n'a plus ces problèmes d'instrumentalisation de la justice, que les juges aient un statut qui les protège et qu'ils puissent dire non. Parce que la nature humaine, c'est la nature humaine, mais ils puissent dire non sans risque pour leur vie. Sans risque pour leur vie. Quand il y a des pressions indues qui s'exercent sur eux. Bon, je crois que j'ai presque... Oh mon Dieu. C'est bien, je n'avais pas regardé ma montre encore, donc on va accélérer. On va accélérer. Vous avez été très patient. Mais je vais juste dire un ou deux mots. Maintenant, peut-être sur l'international, parce qu'on prend beaucoup dans toute cette affaire de la France, de l'international et tout. Bon, premièrement, moi je crois que le destin d'un pays, il est d'abord l'affaire de ses citoyens. Bon, il y en a beaucoup qui disent oui, je ne sais pas si vous allez être bien d'accord quand je vais bien expliquer. Je pense qu'un pays ne peut jamais accuser un autre pays d'être responsable de ses problèmes. Moi, quand j'étais au gouvernement, souvent les gens disaient, mais on n'a qu'à dire que c'est la Banque mondiale qui a demandé ça. Et je disais non, parce que soit quelque chose est bon pour la Côte d'Ivoire, soit quelque chose est mauvais pour la Côte d'Ivoire. Si c'est bon pour la Côte d'Ivoire, on doit pouvoir l'assumer. Comme je fais parfois en vous expliquant en expliquant aux Ivoiriens jusqu'à ce qu'ils comprennent. Mais si c'est mauvais pour la Côte d'Ivoire, on doit se battre avec l'énergie du désespoir pour que ça ne se fasse pas. Mais allez dire aux Ivoiriens, ça c'est mauvais pour vous, mais c'est la faute de la Banque mondiale, c'est une faillite de la part des dirigeants. Okay? Donc, je n'aime pas quand les gens disent oui, c'est la France, mais ce n'est pas la France qui gouverne la Côte d'Ivoire. Les pays, ils n'ont que des intérêts. Souvent, les gens en Afrique, ça ne va pas plaire, ils n'ont qu'à écouter parce que je suis en direct, mais je vais le dire, parce que je le pense. C'est mon expérience. Il y a trop d'idées en Afrique qui pensent qu'on est victime d'un complot spécifique. Que le monde s'est ligué pour garder l'Afrique dans le sous-développement. C'est faux. Je peux vous dire, j'ai été dans tous les forums, j'ai été président du forum de Davos, qui est le temple du capitalisme dans le monde. C'est faux. Il n'y a pas de complot contre l'Afrique. Il y a des gens et des pays qui veulent faire avancer leur propre intérêt. Je peux vous dire, ils sont aussi vicieux avec l'Inde, ou la Birmanie, ou le Laos, qu'avec le Togo ou le Tchad. Ils sont indifférents dans leur greed, je sais pas comment ça s'appelle, avidité. Il n'y a pas de complot particulier. Comme on dit, l'araignée ne traverse pas le mur qui n'est pas fondu. Donc, ils sont là. Voilà. Vous êtes là, vous avez votre déjeuner ou votre petit déjeuner. Si quelqu'un vient et vous dit hey, regarde en haut, tu lèves la tête, il prend, il mange, c'est la faute de qui? Moi, quand j'étais petit, ma mère, bon, mes frères, ils vont pas aimer ça, mais j'étais souvent fâché parce que je dis, je comprends pas. Chaque fois, mes frères, là, ils viennent, on joue à pile ou face et puis je perds. Je dis, mais toi, qu'est-ce qu'ils te disent? Je dis, ils disent, pile je gagne, face tu perds. Mais tu es bête. Pile ou face, pile je gagne, face tu perds. Et puis tu joues.
Depuis ce jour-là, ils ont commencé à perdre aussi à pile ou face contre moi. J'ai dit non, votre affaire là. Mais c'est ça, quelquefois on joue à pile, je gagne, face, tu perds. C'est un pays de défendre ses intérêts. Un pays ne peut pas se plaindre du fait que d'autres profitent de sa paresse, de sa faiblesse, de sa division. Il faut arrêter d'accuser les autres pour des problèmes qui nous sont propres. Vous avez la souveraineté. La souveraineté, c'est un mot creux. Si vous n'en avez pas les moyens. Vous savez, c'était Pierre Laval qui était allé voir Staline dans la collaboration. La Seconde Guerre mondiale, il est allé voir Staline et puis il lui parlait du pape. Et Staline a dit, mais oui, d'accord, le pape, mais le pape, c'est combien de divisions? Il a combien de divisions, votre pape? Moi, il me faut 40 divisions pour battre Hitler. Donc, tout ça pour dire un peu sérieusement que vraiment, il y a trop de focalisation sur ce que va faire le reste du monde. On veut la liberté, mais on dit, mais Thiam n'a qu'à parler à Macron et puis, comme ça, on va être libre. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut comprendre comment le monde fonctionne. Comprendre comment le monde fonctionne. Si vous n'êtes pas prêt à défendre, les Anglais disent, sur votre petit déjeuner, il faut le défendre. Il ne faut pas laisser quelqu'un venir manger votre petit déjeuner. Voilà. Et pour ça aussi, je suis désolé, mais il faut élire de bons dirigeants. Voilà. Vous savez, quand les gens vous respectent, ils font de bonnes affaires avec vous. Celui qui ne vous respecte pas, il vient vous proposer que des deals de mauvaise qualité. Vous savez que de toute façon, vous allez accepter. Et il va réserver ces bons deals-là pour le Vietnam ou pour d'autres pays. Donc il faut être exigeant. Il faut être exigeant, il faut être ambitieux, il faut être exigeant. Moi, s'il y a une chose, quand j'ai dit c'est une question de dignité, c'est une question de dignité, je n'accepte pas de compromis sur la dignité. Parce qu'une fois que quelqu'un ne vous respecte pas, vous êtes cuit. Merci. Voilà. Donc, et le respect, il commence par le respect de soi-même. Et je l'ai dit. Mais vous croyez que les gens que je connais, on dit oui, ton réseau, mais vous croyez que mon réseau actuellement, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils me connaissent, ils m'ont pratiqué pendant 20 ans, ils m'ont confié les plus hautes responsabilités, ils connaissent mon niveau. Je rentre chez moi et on me donne des coups de pied au cul. Vous croyez qu'ils me disent quoi? Vous croyez qu'ils me disent quoi? Tu as vu? Voilà pourquoi chez vous, là, c'est comme ça. Donc, on ne peut pas laisser ça se faire sans rien dire, parce que c'est mauvais pour notre image. C'est vraiment mauvais pour notre image. Que eux aient cru pouvoir... J'ai été président de l'association des compagnies d'assurance de toute la Grande-Bretagne. C'est le 3e secteur économique de Grande-Bretagne. J'ai été élu. Qui m'est jugé digne de jouer ce genre de fonction et que je viens chez moi, non seulement on ne veut pas de moi, mais on me dit que je ne suis même pas ivoirien. Mais ça dépasse l'entendement. Je ne sais même pas comment expliquer ça aux gens. Mes amis me demandent, je ne sais pas comment leur expliquer. Donc je dis, et face à l'international, à l'étranger, c'est à nous de définir quel est notre intérêt et ensuite de se donner les moyens pour défendre notre intérêt. Et si on ne le fait pas, nous sommes les seuls à blâmer. L'araignée ne traverse pas le mur de la case qui n'est pas fondu. C'est à nous, s'il y a des brèches, il faut les colmater et être solidaires et défendre nos intérêts. Et élire de bons dirigeants. Voilà. Donc, pour finir, je crois que j'ai couvert beaucoup de choses. Oui, il y a aussi une question, j'ai tout le temps sur mon absence. Pourquoi je suis pas en Côte d'Ivoire? Bon, alors, on nous a dit que je n'étais pas ivoirien. On nous a dit que j'étais ivoirien. Indubitablement. C'est le mot qui a été utilisé. Bon, donc, mon avocat, moi, on demande un certificat de nationalité, qu'on attend toujours. Alors, dans la vie, la confiance, c'est un bien très volatile. Il y a des choses volatiles.
faut qu'il y ait un minimum de confiance. Donc, me demander de faire confiance à des autorités qui un jour disent je suis ivoirien, mais quand on leur demande la sécurité nationale, ils ne donnent pas. Quand je suis menacé par des membres du gouvernement que mes papiers vont être retirés, quand je suis menacé, accusé de faux et usage de faux. Quand on dit que oui, j'étais au CNT ou je n'étais pas, on ne peut pas faire taire quelqu'un. Je parle ici, on m'entend à Abidjan. Voilà. Donc, c'est pas, il ne faut pas se laisser. Il y a des circonstances comme ça, il ne faut pas se laisser décourager par ça. Ok? On me dit les militants, il ne faut pas se décourager. Okay? C'est pas. Merci. Donc, voilà. Donc vraiment, merci pour votre patience. Je voulais vous parler un peu longuement ce soir. Je sais que j'ai parlé de beaucoup de sujets, j'ai couvert beaucoup de terrain, mais c'est important que, en tout cas, je vous dise comment moi je regarde ces problèmes-là, que j'ai la conviction que la Côte d'Ivoire est un pays fantastique. Les Ivoiriens sont un peuple fantastique. On peut tout accomplir, mais encore faut-il qu'on soit bien dirigé. Bon, moi j'étais à Boaké pour Mali, Côte d'Ivoire, pendant la CAN, où tout le monde m'a dit de ne pas aller. Mais moi je suis un supporter. Donc, mais l'équipe de Côte d'Ivoire, plus sérieusement, a montré l'importance du leadership. Avec la même équipe. On est passé de 4-0 au Stade Koubani jusqu'à la finale, où on a gagné. Avec quelques binationaux d'ailleurs. Ils sont pris dans leur contradiction. Ils ne veulent pas de moi, mais ils veulent garder la coupe. Si vous ne voulez pas de Thiam, il faut rendre la coupe. Non, c'est juste lui qu'on ne veut pas. Donc, plus sérieusement, tout ça pour dire que vraiment, le leadership, c'est important. C'est important. Il faut vraiment expliquer à nos compatriotes que tous ceux qui disent « moi, la politique, ça m'intéresse pas, ça ne me regarde pas », ils se trompent. Parce que la politique est dans tout. Et quand la politique ne marche pas, rien ne peut marcher. Donc vraiment, ma seule ambition, c'est pour ça que je me suis lancé. Je vous assure, je l'ai dit, contrairement à certains, je ne suis pas né en me disant « il faut que je sois président de la République ». Et si les choses marchaient comme je le souhaite, vraiment, je serais en train de profiter de ma retraite tranquillement. Mais je veux dire, si la Côte d'Ivoire était dirigée, je pense, comme elle mérite de l'être, comme elle doit. Avec l'aide de Dieu. Et avec votre aide. Parce que on va tous faire ça ensemble. Quand j'ai dit tous ensemble, c'était pas juste une formule. J'ai aussi... Bon, j'essaye d'arrêter, mais à chaque fois vous faites des interventions intéressantes. Donc, non, j'ai quand même vécu longtemps en Occident. Hein, et je dis, vraiment, les yeux dans les yeux, je peux regarder n'importe qui dire qu'ils ne sont pas plus intelligents que nous. Ça, c'est même pas une question. C'est même pas une question à discuter. Ils ne sont pas vraiment non plus travailleurs. Mais Dieu qu'ils sont plus unis. Et ils savent faire taire. Vous voyez, moi j'ai été membre du comité exécutif de très grands groupes. Je peux vous dire, on ne s'aimait pas du tout. On était en compétition. Terrible. Pour le même job. Mais quand il fallait faire quelque chose pour la boîte, tout le monde était comme ça. Et c'est ça. C'est tout. Toute la supériorité, elle est là. Pouvoir faire abstraction des considérations personnelles pour un objectif commun. Et quand on a dit union, discipline, travail, c'était vraiment une très belle devise. Et cette union-là, regardez comment on doit travailler dur, même au niveau du PDCI, pour maintenir cette union. Et ensuite, l'union fait la force. Merci.